Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carrière et Business. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Dr Galissa. Bonjour docteur. Bonjour Ibrahim. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci. Et que tout se passe bien. Très bien. Je te remercie énormément pour ta présence ici aujourd'hui. Docteur, est-ce que tu peux nous parler de toi? Oui, je vais essayer. C'est un exercice assez difficile de parler de soi-même, mais brièvement. Alors, Dr Galissa Hadi Diallo, docteur en droit public de la régulation économique, également avocat au barreau de Guinée, qui a fait l'intégralité de son parcours académique dans l'école publique guinéenne, en dehors du fait que seulement l'année du bac, j'ai intégré une école privée ici à Conakry. Mais sinon, je suis un produit de l'école publique guinéenne. Et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui pensent qu'il faut absolument passer par l'école privée pour réussir. Il y en a pas mal qui le pensent, ouais. Mais que l'on soit en école privée ou en école publique, il y a un élément fondamental, une donnée essentielle que beaucoup négligent, c'est la donnée non pas de la niaque ou de la volonté, parce qu'on entend souvent, mais c'est quelque chose de très banal qui est la curiosité. En fait, être curieux, chercher à savoir est-ce que je connais mieux les choses aujourd'hui par rapport à hier, est-ce que j'ai envie de mieux connaître demain par rapport à aujourd'hui. Ça, moi, je pense que c'est un élément fondamental que beaucoup négligent, mais qui peut être déterminant, aussi bien dans le parcours qu'il soit académique ou professionnel. Ça, c'est très important pour moi. D'accord. Ouais. Et quand tu vois les jeunes d'aujourd'hui, est-ce que tu trouves qu'ils sont curieux? Alors, vous savez, parallèlement à ma profession d'avocat ici, et bien avant même que je ne revienne pour exercer cette profession en Guinée, j'ai toujours fait en sorte d'apporter quelque chose à l'université guinéenne. Même pendant le moment où je faisais des va-et-vient, on avait organisé des choses, des colloques, des conférences à Symphonia, à l'Abbé, et j'ai continué à enseigner dans les universités guinéennes. Mais ça a toujours été le conseil que je donne parce que j'ai trouvé que il y a un manque profond de curiosité. Autant on a accès à beaucoup d'informations, autant la connaissance est pauvre. Parce que il y a pas mal de gens qui confondent la connaissance et l'information. On a une masse d'informations. Je vous donne un exemple concret. Si vous défilez sur votre profil LinkedIn, Facebook, je ne sais pas moi, quel autre, Twitter ou n'importe quel autre réseau, vous pouvez avoir des titres qui défilent. Vous lisez les titres, vous passez. Mais combien vont aller à chaque fois ouvrir un lien, lire le titre et se questionner pour dire oui, mais je pense que là, ceci ou cela, avoir l'information dans son intégralité. Aller dans l'intégralité, c'est avoir une certaine connaissance. Mais se contenter des titres qui défilent, c'est de l'info. On zappe. Et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut aller au-delà du zapping pour aller dans le fond des choses. Et ça, c'est une limite que beaucoup de nos jeunes frères et sœurs ont. Il faudrait peut-être aller plus loin dans la recherche des informations, essayer de savoir davantage que ce qu'on pense connaître et surtout mobiliser toutes les informations et analyser. Avoir un esprit critique. Un esprit critique, un regard de se dire oui, même si on vous dit c'est vert, oui, allez regarder et dites oui, mais c'est vert foncé ou peut-être c'est extrêmement important. Il faut savoir nuancer en fait aussi les choses parce que ce n'est pas forcément tout ce qu'on lit sur Internet qui est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il faut confronter ça à une certaine capacité de vérification. C'est très important. Et aussi se rendre compte que les médias, par exemple, vont toujours utiliser des titres qui sont accrocheurs pour pouvoir captiver en fait l'attention du lecteur. On a toujours vu des articles parfois avec des gros titres mais qui sont vides au fond. Lorsqu'on clique et qu'on a envie d'avoir l'information, parfois même on réalise que ça n'a rien à voir. Le titre et le contenu. Tout à fait. Donc il faut faire vraiment très attention. Tout à fait.
Non, non, mais parce qu'il y a dans certains pays, on appelle ça des putaclics, pardonnez-moi l'expression, mais en fait, il faut attirer l'attention, et justement, c'est une certaine exigence par rapport à ce que à la façon dont nous percevons le monde et à la façon dont nous estimons être utile de consolider les informations et de les analyser. Donc, bien évidemment, on vous donne un gros titre, et il faut aller là-dedans, voir ce qu'il en est. Parce que justement, si on se contente du titre, on n'a pas toute l'information. Bien sûr. Et raisonner en fonction des généralités, ça peut avoir des conséquences dramatiques. C'est toujours important d'aller dans les détails et de voir les choses. Ok. Donc, vous avez bien compris, il faut être curieux, il faut lire, comprendre et analyser avec un esprit critique et avec beaucoup de recul. Absolument. Comprendre que ce n'est pas forcément tout ce qu'on lit qui est vrai. Absolument. Docteur Galissa, est-ce que tu as fait toutes tes études à Conakry ou tu as aussi étudié à l'intérieur du pays? Alors, beaucoup plus à l'intérieur du pays, il faut se le dire. Je n'ai fait que le bac à Conakry. Ok. Ce que beaucoup aussi ne savent pas peut-être par rapport à mon parcours, c'est que je suis issu d'un parcours scientifique. Pour ceux qui connaissent un peu les années pendant lesquelles on appelait les résultats du bac à la RTG, ça vous rappelle quelque chose, les petites radios? Bien sûr. À l'époque, vous savez, il y avait des lycées qui étaient reconnus quand vous entendiez Ogomburo de l'Abbé, lycée Ouro, Komandianketa 3, ainsi de suite. Ça vous disait, oui, telle personne a tel profil. Donc moi j'étais au lycée Ouro, donc à l'Abbé, ça c'est le parcours scientifique, donc sciences mathématiques. Et donc je n'ai fait mon basculement dans les sciences sociales et pour faire bac littéraire, si on peut dire ça comme ça, que en 12e année. Donc je voulais aller dans les domaines devenir, je ne sais pas moi, médecin ou autre chose que littéraire. Mais en réalité, j'ai toujours été quelqu'un qui me posait beaucoup de questions. Je me disais, mais est-ce que moi, j'ai envie de devenir scientifique parce que peut-être mon grand frère était aussi dans les domaines scientifiques, ou est-ce que ce qui me convenait le plus, c'était persuader, convaincre, aller chercher l'information? J'ai trouvé que j'étais plus en accord avec ça moi-même. D'accord. Donc j'ai bifurqué, je suis parti en sciences sociales et il faut dire que ça m'avait plutôt bien réussi en fait. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as une sorte de regret ou pas? Par rapport à cette bifurcation? Oui. Ah bah absolument pas. Parce que je me rends compte que peut-être que j'aurais regretté si j'étais parti dans le domaine scientifique, peut-être, hein, je pense. Hein. Là, je pense que je me suis trouvé en fait. D'accord. Je me suis trouvé. Et je vais vous dire une chose qui est un peu surprenante. Je me demande comment est-ce que une telle idée m'est venue de changer ce parcours comme ça. En réalité, parce qu'en réalité, je me dis, ce n'est pas le conseil de quelqu'un, en fait. Et si jamais je n'avais pas fait cette bifurcation-là, peut-être que j'aurais certainement eu des regrets. Comment, vous savez, la vie bascule parfois en une seconde. Et parfois, quand vous faites un regard rétrospectif, vous vous dites, ah oui, quand même, comment est-ce cela était possible, quoi. Et au début, est-ce que tu avais des craintes? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que ça a été bien perçu par exemple, ton grand frère, qui est scientifique, par la famille? Bon, lui, mon grand frère spécifiquement, non, on n'en a jamais parlé, mais c'est vrai que mes amis avec lesquels j'étais au lycée se disaient, mais pourtant, t'étais bien en mathématiques, t'étais bien en cela. Mais il y a quand même une raison objective aussi. Parce que quand j'étais au collège, on a souvent eu des matières, les matières scientifiques notamment, que vous prenez la chimie, la physique, les mathématiques elles-mêmes, on avait plus de professeurs qui étaient capables de nous enseigner l'algèbre plutôt que, par exemple, la géométrie. Et c'était pareil dans le volet pratique de la chimie. On était dans des théories. Et souvent, il y avait on nous disait tel mélange donne tel résultat. Et moi, je me souviens, à l'époque, on était tellement en manque d'enseignants dans mon collège à Popodra. C'était un professeur du lycée à l'Abbé qui venait nous donner les cours de chimie. Surtout qu'il prenait ce temps-là
dans son emploi du temps un peu quand il pouvait, quoi. Exactement. Et donc, du coup, je lui posais tellement de questions. Alors, moi, j'ai envie de savoir comment fabrique-t-on du béton, par exemple. Concrètement, on fait comment? Qu'est-ce qu'il faut? Mais il me disait, mais non, cette curiosité-là, on peut pas aller jusque-là. Et donc, du coup, ça m'a poursuivi au lycée. Arrivé au lycée, on était très bien dans tout ce qui est algèbre, mais je me suis dit, on a quand même manqué un pan important en matière de pratique, en matière de géométrie, de précision. Et je me suis dit, peut-être que ce serait pas bien si j'ai continué dans ce sens-là. C'est pareil, hein, dans les matières expérimentales comme la biologie, on était très bien sur l'anatomie, sur des choses comme ça, mais en réalité, on n'a jamais été dans un laboratoire, dans un musée, pour voir à quoi ressemble. Ou peut-être même dans une salle d'opération, dans un hôpital, pour voir concrètement comment les choses se font. Donc, je me suis dit, peut-être ça, c'est quelque chose qui pourrait m'handicaper par la suite. Donc, ça, c'était la raison objective. Maintenant, si vous me demandez comment je suis arrivé à penser comme ça à l'époque, je ne suis pas capable de vous le dire. Ce n'est pas le conseil de quelqu'un, mais personnellement, je me posais la question, est-ce que ça va pas être un handicap par la suite? C'est que tu as réussi, en fait, à te projeter très tôt. Je pense que c'est ce que chaque personne devrait faire. En tout cas, d'anticiper un peu vers quoi on a envie d'aller. Et surtout chercher à savoir ce qu'on a. Est-ce que c'est suffisant par rapport à ce qu'on a envie de devenir? Peut-être, je sais pas, mais je sais pas si à cet âge-là, on est tous capables de se poser ces questions. Même moi, aujourd'hui, quand je regarde un peu en arrière, je me dis, comment c'était possible d'en arriver là, quoi. Et depuis, tu es retourné dans ce collège de Popodara? Aussi bien au collège qu'à mon école primaire. Déjà, vous constatez que j'évoque ça avec beaucoup de... Voilà, parce que c'est des souvenirs extrêmement importants. Oui, j'y suis retourné, mais les défis sont toujours les mêmes par rapport à lorsque nous y étions. Toujours le même nombre d'enseignants Oui, il y a toujours cette difficulté, mais au-delà de ça, moi je me souviens quand on avait fait le brevet, il était question de créer un lycée à Popodara. Et il se trouve qu'à l'époque, quand on a eu le brevet, l'école voulait faire de notre promotion une expérimentation. Le premier lycée. L'ouverture du lycée. Et nous, sincèrement, on avait dit non. On n'en veut pas. Parce que si on était en manque d'enseignants pendant le collège, qu'est-ce qui nous assurait qu'on allait avoir la totalité des enseignants pour le lycée? On avait catégoriquement refusé. Et c'était un combat. C'était un combat légitime. Parce que à l'époque, je me souviens, le collège ne voulait pas transférer nos dossiers au lycée où les gens avaient choisi leurs orientations. Ils voulaient vraiment faire l'expérimentation. Donc, je ne sais pas si ce projet-là a abouti, mais je sais que le défi des enseignants reste toujours le même. Dans mon école primaire, c'est toujours pareil. Mais aujourd'hui, il faut saluer le fait qu'il y a quand même pas mal d'écoles primaires dans les zones rurales. Ça, c'est important. Mais toujours est-il que j'ai pu discuter avec les enseignants dans les villages. On a un défi, et d'ailleurs, j'en avais parlé dans un média ici, il y a 1 an ou 2, par rapport aux enseignants communautaires. Vous savez, en Guinée, en fait, il y a des enseignants qui sont payés par les communautés, par les villages. Et la plupart des ressortissants cotisent de l'argent pour financer en fait, voilà, le salaire et tout ce qui va avec. J'étais parti, il y avait cette difficulté-là, c'était pas tout à fait réglé. Et à un moment donné, la question de leur titularisation s'était posée au ministère de l'Enseignement, l'Éducation nationale, l'enseignement préuniversitaire, mais je ne sais toujours pas si la question est réglée. Et pourtant, j'avais interpellé dans un média ici, à l'époque, mais l'autre préoccupation, c'est la question du niveau des enseignants. Parce que moi, je me souviens, même quand j'étais au collège, il y a certains de nos amis qui étaient moins brillants, pardonnez-moi, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas qui étaient moins appliqués dans les études. Je me souviens à l'époque, on leur avait dit, bon, si tu ne veux pas continuer les études, arrête, au moins tu vas t'orienter à, je sais pas si ça s'appelle l'ENI ou quelque chose comme ça, où on forme un peu les instituteurs, on les dispatche dans les différentes écoles. Et aujourd'hui, les enseignants communautaires, il y en a plein qui ont la bonne volonté. Mais la bonne volonté ne suffit pas à combler les tares de la qualification. Et donc, peut-être, à ce niveau-là aussi, il faut des formations, en fait, qui vont être continuelles, de sorte à ce que on assure, parce que souvent on oublie que si la formation de base est ratée, en fait, ça sera très
très difficile, voire impossible de rattraper. Donc ça, je pense que il faut tout le temps interpeller le ministère par rapport à cela et les décideurs de l'éducation sur la question, parce qu'elle est fondamentale, que ce soit dans les zones rurales ou urbaines. Cette question de la qualité des formateurs, elle est fondamentale pour moi. Et c'est beaucoup plus à ce niveau-là qu'il faut agir, parce que une fois qu'ils sont à l'université, c'est un peu trop tard, non? En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est beaucoup plus compliqué à redresser. Ouais. En fait, il faut beaucoup plus travailler les jeunes que lorsqu'ils sont à l'université. Parce qu'en fait, si on leur donne pas les outils, on va dire peut-être cognitifs, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas les outils qui leur permettent d'aller déjà chercher l'information. Parce qu'en fait, c'est ça l'apprentissage. Ce n'est pas tant d'enseigner dans le sens strict du terme, c'est-à-dire on vous donne ça, vous mémorisez, vous retenez. C'est pas ça. L'idée, c'est de vous donner les outils qui vous permettront d'aller au-delà de ce qu'on vous dit. C'est ça aussi. Parce que n'oublions pas qu'on a instauré le système LMD. C'est cela le système LMD. C'est de permettre, c'est de donner les outils nécessaires qui vous permettront d'aller vous former. L'auto-formation. En fait, c'est un peu pour dire, ça existe, on te montre que ça existe, on te donne la base, mais c'est à toi d'aller plus loin. D'aller chercher. D'aller creuser. Absolument. Par exemple, on va te donner un sujet sur lequel on va t'expliquer juste les bases. Maintenant, il faut utiliser les outils qui existent. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, on a Google qui est là, on a YouTube, qui est la plus grande université du monde d'ailleurs, parce que on trouve quasiment tout sur YouTube. Mais il faut savoir en fait aller chercher. Non, mais ça c'est un point extrêmement important. Je ne sais pas, il faut que nos jeunes frères et sœurs s'approprient des outils qui sont à leur disposition. Moi, je me souviens quand on était au lycée ici à Conakry, en dehors du centre culturel franco-guinéen, il n'y avait pas de bibliothèque où on pouvait aller chercher des informations. Mais moi, je me souviens que avec certains amis, on partait à Madina. Il y a des gens qui exposent des bouquins quelque part là-bas au bord de la route. On cherchait à acheter des bouquins, mais on partait lire au centre culturel franco-guinéen, mais aussi on s'abonnait à des journaux, on achetait Jeune Afrique, on écoutait de la radio pour essayer d'avoir une ouverture au monde. Aujourd'hui, cette ouverture au monde vient à nous. Mais que faisons-nous de cela? Et vous parlez de YouTube, vous parlez de Google. Aujourd'hui, je vais poser une question à nos jeunes frères et sœurs. Comment partagent-ils leur connexion? C'est-à-dire que quand ils achètent un forfait d'une journée, d'une semaine ou d'un mois, combien dans ce forfait-là réservent-ils à la recherche de la connaissance, au perfectionnement, en dehors d'aller surfer et regarder des choses ludiques et tout ça? C'est bien, parfois, de se détendre. Mais se détendre, c'est après le travail. Donc, peut-être réfléchir à des modalités qui leur permettent de diviser leur connexion en deux. Dire que si j'ai une connexion d'une journée, on va dire la moitié sera consacrée à des questions qui concernent ce que j'ai envie de faire. Il y a toujours des choses à voir par rapport à vos ambitions professionnelles, que ce soit sur YouTube, sur Google, un peu partout. Pareil pour ces études. J'ai eu affaire à demander à mes étudiants de faire des exposés parfois, mais en réalité, même aller trouver l'information, c'est problématique. Mais aujourd'hui, on a une profusion de l'information. Comment faire pour distiller, en fait, prendre l'essentiel et le pertinent dans une phrase? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou alors qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est moins important? C'est ça aussi qu'il faut apprendre. Donc, trouver, parce que tout le monde parvient à se connecter, hein. Tout le monde parvient à se connecter. Maintenant, combien consacre-t-on dans cette connexion à la recherche du savoir, au perfectionnement, même à la culture générale? C'est extrêmement important. Donc, je lance cet appel-là, ou enfin, ce défi-là, à mes jeunes frères pour voir comment on peut améliorer les choses de ce côté-là. En tout cas, aujourd'hui, on a accès à tous ces outils qui nous permettent d'apprendre. Moi, je peux te dire que j'ai même beaucoup appris sur TikTok. Au départ, j'avais du mal à aller sur l'application parce que je m'étais dit que, mais en fait, si tu pars sur TikTok, tu vas faire que t'amuser. Mais j'ai fini par découvrir beaucoup d'auteurs. J'ai acheté des livres en fait que j'ai découverts sur TikTok, ou je suis allé sur YouTube pour écouter en fait des auteurs, regarder des vidéos de personnes, de profils qui sont vraiment très intéressants et qui ont fini par m'inspirer. La réalité, c'est que tout dépend
de ce que vous en faites. Par exemple, sur TikTok, vous pouvez apprendre. Au départ, moi, j'apprenais vraiment à corriger les fautes d'orthographe, de grammaire, parce que voilà, il y en a qui se sont spécialisés dans ce domaine-là. Oui. Et plus tu regardes ce genre de contenu, plus en fait l'algorithme t'envoie ce genre de contenu. Absolument. Mais plus tu vas regarder les gens qui dansent, plus l'algorithme va te servir en fait des personnes qui dansent. Absolument. Donc, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Et il faut être vraiment très attentif là-dessus et voir comment est-ce qu'on consomme les réseaux sociaux aujourd'hui. Absolument. Docteur Galissa, doctorat et avocat. Ah. C'est un long parcours. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Pourquoi? Est-ce que le doctorat, c'était une pierre de coups parce que ça vous a permis, je ne sais pas si je peux dire facilement parce que ce n'est jamais facile, mais est-ce que c'était un raccourci pour accéder à la profession d'avocat? Est-ce que c'est parce que vous aviez cette ambition de devenir vraiment docteur? Ou bien, à un moment donné de votre vie, vous vous êtes dit, non, je ne vais pas me limiter à ça parce qu'il y a la profession d'avocat, c'est encore un nouveau challenge. C'est-à-dire, je me fixe ce défi-là et je vais l'atteindre. Et peut-être que vous avez vu derrière que vous pouvez aussi accomplir d'autres choses. Ok. Là, c'est une question très, très importante parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, j'aurais pu devenir avocat en 2016. Ok. J'ai déjà fréquenté l'école des avocats à Nice, qu'on appelle l'IEJ. Oui. Parce qu'après mon master 2, j'ai fait l'école des avocats. Mais pour moi, venant de là où je viens, dans ce petit village, avec tout ce parcours, le village, la baie, Conakry, le Maroc, la France, pour moi, me limiter au master aurait été quelque chose qui était inabouti. Ok. J'ai toujours eu l'ambition d'aller jusqu'au bout, en fait, c'est-à-dire le doctorat. Et donc, une fois que j'ai fini mon master, je me suis dit, bon, je ne perds en rien de faire la formation d'avocat à l'école du barreau de Nice. Je l'ai fait. Et puis, je devais faire mon doctorat à Nice. Compte tenu de certaines circonstances liées à un effectif que les encadreurs ne doivent pas dépasser en tant que prof, ça n'a pas pu se faire. Et donc, je suis parti à Paris 1 pour entamer le doctorat. Mais il se trouve que j'avais déjà commencé. Paris 1 qui est à la Sorbonne. La Sorbonne. Oui, il faut le préciser. Et d'ailleurs, c'est important parce que c'est à Paris qu'on dit Paris 1. Mais Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour être plus précis. Exactement. Un produit de la Sorbonne. Exactement. Donc, à Nice, j'avais déjà commencé à travailler pendant mon master. J'avais déjà commencé à mobiliser les informations pour le doctorat. Parce que j'ai découvert à Nice une matière qu'on appelle le droit de la concurrence, qui nous parle de l'abus de position dominante, qui nous parle de la concurrence déloyale, qui nous parle du dénigrement des concurrents. C'est quelque chose qui me parlait énormément. Et donc, c'était dans une matière qu'on appelle le droit économique. Et c'est-à-dire le rôle de l'État dans l'économie, c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Donc, j'avais déjà commencé à mobiliser les informations par rapport à ce domaine-là. Et donc, une fois que c'était impossible pour la professeure qui avait cette spécialité à Nice, j'ai cherché à aller à Paris 1 où le droit économique avait une place aussi importante. C'est comme ça que j'ai atterri à la Sorbonne pour un doctorat en régulation économique. Donc, j'avais déjà commencé à y travailler. Donc, j'ai mis de côté tout ce que j'ai appris au barreau. J'ai dit, moi, je préfère le doctorat plutôt que l'avocature, en fait. Et donc, je suis parti et j'ai fait mon doctorat. J'ai soutenu en 2021. J'aurais dû soutenir même en 2019-2020. Et le Covid est arrivé, donc ça a rallongé les choses. Donc, ça a été un long parcours. J'imagine. Donc, quand j'ai eu mon doctorat, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que moi, je ne connais personne qui fait un doctorat, en tout cas parmi les étudiants africains que j'ai connus, qui fait un doctorat pour des raisons personnelles. Ceux qui font un doctorat, qui se disent, au-delà du master, je vais aller plus loin, c'est des gens qui pensent à être utiles à leur pays, à faire quelque chose. Parce que si c'est seulement pour trouver du boulot, parfois le BTS, la licence, un master 1, master 2, tu peux toujours t'en sortir. Mais vouloir aller plus loin, c'est parce que peut-être on a envie de donner davantage. Et surtout, on a envie, en fait, de défier, si vous voulez, non pas le destin, mais un peu la nature, quoi. Parce que quand vous commencez dans un petit village comme ça et que vous avez la chance d'aller jusqu'à la Sorbonne, vous vous dites, autant aller jusqu'au bout, en fait.
Donc, dans ce cadre-là, j'ai fini. Et il y avait cette possibilité d'intégrer l'école des avocats de Paris d'abord. Parce que la passerelle existe aussi à Paris. Quand vous êtes docteur, vous ne faites pas le concours d'entrée à l'école des avocats, mais vous faites seulement heureusement. le concours de sortie. Heureusement. Et il se trouve que à Paris, c'est quelque chose qui m'embêtait un peu, parce que que ce soit à Nice ou à Paris, j'ai toujours enseigné aussi. Ok. Que ce soit en méthodologie, en droit administratif, droit constitutionnel, surtout droit administratif des biens, qui est très important dans les domanialités de l'État. Donc, quelque part, tu te retrouves, après le doctorat, à refaire le concours de sortie avec tes étudiants. J'ai dit non, ça, non, par contre. Vous comprenez? Donc ça me rappelle une histoire. Voilà. Et donc, du coup, comme j'étais très attaché aussi au fait de toujours donner à mon pays qui m'a tout donné, parce que l'école publique guinéenne, malgré tout, malgré toutes les difficultés, c'est là où j'ai été formé, comme je le disais. Donc, j'estimais que c'était une sorte de redevabilité que de redonner un peu aussi. Votre reconnaissance est vraiment touchante. À mes jeunes frères. Donc, j'ai toujours été convaincu de cela. Maintenant, pour revenir à la question avocat-docteur, donc le fait de s'inscrire au barreau de Guinée, c'était plus une suite logique. Non seulement de ma formation de 2016, mais également le fait que cette porte était ouverte à Paris. Donc je me suis dit, s'il faut le faire, autant aller le faire en Guinée, parce que j'estime que peut-être il y a aussi quelque chose qu'il faut apporter. Ça va dans le même sens de continuer à apporter. En fait. D'accord. Et ça a été difficile d'intégrer le barreau de Guinée? Ça a été un peu long quand même. Ok. Combien de temps à peu près? Un peu plus de 2 ans quand même. Et c'est dû aux formalités administratives ou... Entre autres, parce que en réalité, quand vous déposez, peut-être ça nous permet d'aborder la question de la procédure. Il y a 2 façons d'intégrer le barreau de Guinée. Il y a un concours qui est organisé par le barreau. Là, vous intégrez comme dans toutes les écoles. Il y a une formation, il y a des examens écrits, oraux à la fin. Et il y a cette passerelle-là qui est donnée à un certain nombre de professionnels, que ce soit des docteurs en droit ou des magistrats qui ont déjà exercé pendant un certain nombre de temps, ou d'autres personnes dans d'autres professions limitativement énumérées par la loi 014 qui gouverne cette profession-là en Guinée. Et donc, vous avez la possibilité de faire cette passerelle. Donc, ce serait sur dossier à ce moment-là. Et donc, une fois que mon dossier a été intégré à Conakry, le barreau, normalement, procède à l'étude du dossier et il le confie à un des membres du Conseil de l'ordre. C'est celui-là qui va procéder à des enquêtes pour savoir déjà, est-ce que, si vous dites vous avez tel diplôme, si vous dites vous avez telle expérience, vous avez tel, il faut que ça soit vérifié. Et donc, il y a un suivi qui est fait. Enfin, c'est ce qui fait que ça prend du temps. Donc, une fois que cela est terminé et qu'ils sont sûrs de ce que vous prétendez avoir ou être, à ce moment-là, ils peuvent prendre une décision vous intégrant au sein du barreau. Et à partir de là, il y a une autre procédure aussi qui commence. Au niveau de la prestation de serment, c'est l'autorité judiciaire qui s'en occupe. C'est-à-dire que c'est la cour d'appel de Conakry qui organise cette prestation-là en partenariat ou collaboration avec le barreau. Donc, vous prêtez serment devant le premier président de la cour d'appel et avec un certain nombre de juges, c'est très solennel. Et vous prêtez serment de défendre le droit loyalement, en respectant la déontologie des avocats, en étant humaniste aussi, c'est très important. Parce que souvent on entend les avocats c'est de l'argent, ce qui n'est pas tout à fait faux, parce que de toute façon c'est un travail comme un autre. On fournit des efforts pour pouvoir subvenir à ces besoins, mais en même temps, l'humanisme est beaucoup, est très présent. Au-delà même des dossiers parfois intimes qui concernent des divorces, de garde d'enfants, dossiers familiales et tout ça. Mais dans le fond, il faut beaucoup d'humanisme en fait pour défendre la vérité, parce que souvent on pense que, on m'a même posé la question, alors est-ce que vous culpabilisez pas quand vous défendez un criminel? Déjà, défendre un criminel... C'est une question qui revient souvent. Oui, c'est une question qui revient souvent. On vous dit, mais vous défendez un criminel ou un bandit. Déjà, le qualifier de criminel ou de bandit, ça m'appartient pas à moi. Et il se trouve que il y a une subtilité très, très importante à ce niveau. C'est-à-dire que quand vous êtes avocat, vous ne devez pas commencer par la conclusion. Même si vous voyez là ce qu'on appelle un flagrant délit, quelqu'un est en train de battre quelqu'un jusqu'à le blesser ou le tuer, on ne le souhaite pas, vous devez faire en sorte que la procédure légale soit suivie, de sorte à ce que
la société parvient à tirer une leçon par rapport à cela. Et on ne peut pas tirer une leçon si on commence par la conclusion en disant, allez, prenez-le, allez, emprisonnez-le ou tuez-le en même temps, vengez l'autre. Si vous faites ça, vous perdez une partie fondamentale de ce à quoi sert un procès, ce à quoi sert le droit, la prison, la réinsertion. Parce que celui qui en vient à la violence, il y a forcément quelque chose qui est derrière. On ne se réveille pas le matin comme ça en tombant dans la violence. Donc, quand il y a des infractions comme ça, il faut chercher d'abord à comprendre pourquoi en est-on arrivé là. Est-ce que c'est une violence sociétale? Est-ce que ce sont des prédispositions familiales qui ont amené à cela? Est-ce qu'il y a défaillance de l'autorité publique dans la sécurisation des biens et des personnes? Est-ce qu'il y a défaillance même peut-être structurelle dans la formation, dans l'éducation? Je vais vous donner un exemple très concret. Je n'ai plus la date exacte. Il y a 1 an ou 2, quelqu'un a été brûlé ici au Carrefour Nongo. Un pneu, comme ça, on l'a pris, on l'a mis dedans, on a attaché. Et il se trouve que, apparemment, c'était pour le vol. Ok, posons-nous la question. Est-ce qu'on peut mettre dans la même balance le prix d'une moto et la vie d'une personne? Non. Et moi, ce qui m'avait le plus choqué ce jour-là, parce que j'avais vu les vidéos, c'est pendant que la personne brûlait, c'est vrai qu'il y avait des gens autour dans un cercle, mais il y a des gens qui passaient comme ça, tranquilles. Il y en a qui filmaient. Voilà. Comme si, en fait, ça dit quelque chose sur la société. Ok, la personne a volé une moto qui ne lui appartient pas. C'est une infraction. Personne ne discute de ça. Maintenant, en droit, il y a la question de la proportionnalité. De la sanction. Je me souviens, on avait un prof qui disait que quelqu'un qui vole une vache qui rit, c'est pas la peine de lui couper la tête, quoi. Vous comprenez? Parce qu'une moto, 2 millions, 3 millions de francs, est-ce que ça vaut la peine de brûler quelqu'un vif? Est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur la violence à laquelle notre société était en train d'aboutir? Et le fait également que, est-ce que c'est la justice? Parce que les gens confondent la justice et la vengeance. En fait. Et est-ce que c'est pas à la justice de prendre en fait des décisions comme ça? Lorsqu'il y a infraction, il faut renvoyer la personne vers les autorités. Absolument. Et au-delà de ça même, vous savez que dans les dispositions, dans le droit positif guinéen, la peine de mort n'existe plus. Oui. D'autant que, c'est-à-dire que même si l'infraction était suffisamment grave pour qu'on en arrive à cela, la loi ne le permet plus. On peut aller jusqu'à la perpétuité désormais. Et pour en arriver à la condamnation de quelqu'un à la perpétuité, il faut passer par un procès qui permet justement d'abord, avant même de condamner, de comprendre comment en est-on arrivé là. Parce que qu'est-ce qu'on dit de la peine? On dit qu'elle doit être infamant et afflictive. C'est-à-dire que il faut non seulement sanctionner la personne qui a fait le mal, mais il faut faire en sorte que cela serve d'exemple aux autres, pour dissuader les autres. Et on ne peut pas dissuader, en fait, si on estime que quelqu'un qui vole une moto, on le brûle vif. Je ne sais pas si c'est du vif. On est devenu très insensible. Voilà. Donc, du coup, c'est extrêmement fondamental. C'est pour ça que quand les gens vous disent « Ah, comment vous défendez les criminels ?» Mais même les criminels, c'est des humains. Bien sûr. Et je trouve que la justice humaine, elle est la plus imparfaite qui soit. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que vous avez la possibilité de rendre justice en tant que juge, magistrat et tout ce que vous voulez, que vous ne pouvez pas vous tromper. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le degré des juridictions. Il y a la collégialité des juridictions. Il y a en Guinée ce qu'on appelle justice de paix. Mais c'est de moins en moins déterminant. Un seul juge pour des affaires mineures. Après, vous avez les tribunaux de première instance. Là, c'est des équipes. Un juge, il a des conseillers autour de lui. Il ne va pas venir décider seul. Parce que justement, il faut discuter. Non seulement il faut que les avocats défendent de deux parties, il faut qu'on écoute les parties, les victimes, mais aussi celui qui est accusé. Mais parallèlement également, il faut que collégialement, ils se retrouvent. Regardez, est-ce que tout cela pour éviter que on se trompe? Parce qu'une seule personne peut avoir un avis. Moi, pour moi, il est. L'autre peut dire oui. Est-ce qu'il n'y a pas une circonstance atténuante? Regardez, par exemple, quelqu'un qui a grandi dans une famille où ses parents ne passaient leur temps à se battre, à s'insulter, ou même, à le jeter en pâture ou le violenter. Il finit par fuguer. Il grandit dans la rue. Celui-ci, est-ce qu'il aura la même capacité de vivre ensemble que quelqu'un qui a une éducation, un cocon familial? Non.
Donc, tout cela, c'est extrêmement important. Et donc, il y a la collégialité. Et au-delà de la collégialité, il y a le degré. C'est-à-dire, au premier instant, si vous rendez une décision, on va faire appel pour que, au niveau de la cour d'appel, on vérifie est-ce que tout a été pris en compte, tous les angles. Et on a même la cassation, la Cour suprême, de sorte à ce que on parvienne au moins à se rapprocher de la justice. Parce que la perfection de la justice, ça ne nous appartient pas, nous sommes humains. Et donc tout ça, c'est très important. Donc il faut, pour résumer, la proportionnalité, la collégialité, degré de juridiction, mais également, c'est-à-dire éduquer la société à travers la justice. C'est très important. Ouais. C'est très important. Et on a vu ce genre de cas qui s'est beaucoup produit, je pense, l'année dernière, où on attrape des voleurs dans les concessions familiales, on les attache, on les torture, on finit parfois par les brûler. Que risquent les personnes qui sont en train de commettre ce genre de fait? Quel est votre regard d'avocat sur ce genre de situation? En tout cas, s'il y a des personnes qui vous regardent aujourd'hui et qui l'ont déjà fait, ou qui pensaient à le faire, ou qui se disent, le jour que je vais attraper un voleur chez moi, il ne volera plus chez quelqu'un. Ok. Alors ça, d'abord, il y a deux volets. Le premier volet, c'est le volet naturellement politique. Sur le plan politique global, que fait-on pour que les gens aient le premier réflexe de saisir la justice, de porter plainte, de suivre des procédures? Et là, c'est la responsabilité des personnes. Elles peuvent le faire. Mais est-ce qu'on leur donne suffisamment pour qu'ils se disent, oui, j'ai plus confiance à cette procédure qu'à la vengeance ou la justice que je me rends moi-même? Parce que si les institutions sont défaillantes, les gens vont se dire, ça sert à rien. Je me souviens, il y a quelqu'un qui faisait une blague comme ça, c'est Dr Bano ou quelqu'un qui disait, moi, on a un problème, on le règle entre nous, on va pas aller à la justice. Les gens rigolaient. Mais en réalité, en tant que sociologue, il cherchait à dire, est-ce que les institutions répondaient exactement à cela? Donc, il y a ce volet institutionnel, politique global, qui fait que il faut tout faire pour que les gens aient comme premier réflexe de saisir la procédure judiciaire. Ça, c'est un. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à ce point qui me paraît extrêmement important, c'est, comment dire, quand quelqu'un vient voler chez vous, il vole de la nourriture, je ne sais pas moi, de l'argent, vous lui tirez dessus ou vous cherchez des bâtons ou vous le tuez, à ce moment-là, on parle plus du vol. On parle du meurtre. On parle de l'assassinat. Parfois, vous allez entendre les gens dire, oui, c'est aberrant, tu attrapes un voleur. C'est la légitime défense, tu le tues et puis après, c'est toi qu'on attrape. Oui. Parce que toujours la proportionnalité. Est-ce que il n'y a pas de règles qui sont prévues pour ça? Deuxièmement, est-ce que ce qu'il a fait nécessitait qu'on lui ôte la vie? Est-ce que, au-delà de ça, et sur le plan de responsabilité collective, c'est de cette manière-là qu'on veut éduquer notre société? Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Est-ce qu'on peut se rendre justice soi-même? Il est interdit de se rendre justice soi-même. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Maintenant, il suffit pas de le dire. Il faut créer les conditions pour que les gens ne se rendent pas justice. Parce que si les citoyens ont dans la tête ce qu'on appelle l'impression ou le sentiment de laxisme judiciaire, ils vont essayer de se rendre justice eux-mêmes. Parce qu'ils vont dire, ça sert à rien d'aller en justice parce que de toute façon... ça va nous coûter cher et puis de toute façon, voilà. On va pas gagner. Et justement, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, il y a la gravité des infractions. Si pour un petit vol qui est un délit, vous commettez un crime, c'est plutôt le crime qui va être condamné que parce que la légitime défense, nous savons les conditions. Il faut qu'on soit acculé, il faut qu'on n'ait pas d'autre solution, il faut que... Et même dans la légitime défense, il y a la question de la proportionnalité. Quelqu'un qui vous gifle, vous rendez la gifle. Mais quelqu'un qui vous gifle, vous sortez un flingue, vous tirez dessus, ce n'est pas de la légitime défense. Donc du coup, c'est extrêmement limité, mais la question de la sécurité globale des citoyens, c'est une question de politique nationale, c'est une question d'éducation collective, c'est une question... c'est pour ça il y a une corrélation entre l'école, la formation et l'éducation qu'on a, parce que l'éducation c'est beaucoup plus global que la formation, parce que c'est les familles, c'est la société, c'est les grands frères, c'est les sages, c'est les imams. C'est-à-dire que dans notre totalité, comment éduquons-nous?
parce que même il y a la violence verbale parfois qui conduit à la violence physique. Est-ce que nous sommes assez travaillés sur ces sujets-là? Donc il y a tout cela qui combine pour qu'on parvienne à avoir une société où les gens ont le premier réflexe de ne pas se rendre justice eux-mêmes. Mais il y a des conditions, il y a des prérequis. Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas s'ils donnent toujours ces cours d'éducation civique, est-ce que ce ne sont pas ce genre de programme qu'il faudrait même intégrer, en fait, même dans l'école primaire, c'est-à-dire pour que les gens commencent à apprendre très tôt ce qu'il faut faire lorsqu'ils sont dans des situations comme ça. Alors, je pense, il me semble, quelqu'un m'a dit la dernière fois que l'intitulé a changé, en fait, mais le contenu reste le même. Mais moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cela, l'éducation civique, il faudrait qu'on ait une éducation civique pratique. Je me souviens, avant d'aller en France, peut-être même au Maroc, j'avais la formation de l'éducation civique, bonjour, s'il vous plaît, merci, et ces petits mots ouvrent toutes les portes et rendent la vie plus agréable, et tout ça. Vous vous souvenez de cette leçon-là? Mais ça ne suffit pas. Bien sûr. Parce que il m'est arrivé de me confronter à certaines questions, par exemple, avant d'avoir fait des formations sur la sécurité, les gestes de premier secours, par exemple, il m'est arrivé à me confronter à des blessures d'amis. Je savais pas quoi faire. Et ça, par exemple, on peut former les gens. Et quand quelqu'un est asphyxié, qu'est-ce qu'on fait? Quand quelqu'un tombe comme ça, il se noyer. Voilà, je sais pas, quand quelqu'un ne respire pas très bien, quand quelqu'un est ainsi de suite, former pratiquement les gens par rapport à cela. Mais également l'éducation sur le respect mutuel, sur la capacité à argumenter plutôt que de faire des outils physiques ou verbaux, ainsi de suite. Maintenant, que ce soit à l'école primaire ou au collège ou au lycée, il faut maintenir cela. Et moi, je fais partie, c'est très rare dans notre génération, de ceux qui pensent que le service militaire, c'est fondamental. Oui, pour moi, c'est fondamental. Vous amener au camp? Est-ce que j'ai l'âge? Je sais pas. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que j'ai l'âge? Non, moi, je pense que aujourd'hui, l'État n'a pas besoin de déployer des fonds pour moi concernant une formation en termes de civisme. Je pense que j'ai assez ce qu'il faut. Peut-être qu'on peut déployer ça pour les jeunes frères, mais je pense que la formation, le service militaire apprend une certaine discipline, mais il faut le faire à temps, à l'école primaire ou au collège ou à la limite au lycée, de sorte à ce qu'on apprenne justement les gestes de premier secours. Ouais, c'est très important. C'est extrêmement important parce qu'on peut sauver des vies par rapport à cela. Rien que de placer quelqu'un en PLS, par exemple, c'est pas beaucoup de monde qui savent ça. Quand quelqu'un tombe, il faut le coucher de quel côté pour qu'il puisse mieux respirer en attendant que les services de secours puissent arriver, ainsi de suite. Là, regardez, par exemple, ici, j'entends souvent les gens dire « Ah, il y a du feu ici, mais comme les pompiers ne sont pas venus, tout a brûlé. » Ok, il y a personne qui avait un réflexe sur ce qu'il faut faire quand il y a un feu, comment le circonscrire, comment c'est fondamental de former les gens. Donc, je pense que cette matière, elle existe, mais il faut aller dans des cas beaucoup plus pratiques, de sorte à ce qu'on soit adapté aux réalités, en fait, capable de faire quelque chose en cas de danger, quoi. Et du coup, qu'est-ce que la profession d'avocat en Guinée vous a appris? Et puis, être un avocat, c'est quoi concrètement? S'il y a des jeunes aujourd'hui qui vous regardent, par exemple, des jeunes de Popodara, qui sont dans votre collège, dans le collège dans lequel vous avez étudié, qui vous regardent et qui se disent « Oh, moi aussi je veux être comme docteur Galissa, je veux être avocat un jour ». Quel est le parcours que cette personne-là peut suivre et quelles sont les qualités quelles sont les qualités d'un bon avocat? Et qu'est-ce que ça demande comme travail? Ok. Peut-être on va commencer par cette partie de la question avant d'aborder le métier d'avocat en Guinée, parce que ça aussi c'est un autre volet. Après moi, ce que je peux dire par rapport aux jeunes, c'est toujours ce qu'on disait au départ, de chercher eux-mêmes à savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Ça, c'est très important. Il faut se projeter très tôt. Exactement. Pas nécessairement dire je vais être comme quelqu'un, parce que personne n'est comme quelqu'un. On est toujours unique. On est toujours spécial dans... même si on fait la même chose, on le fait toujours différemment. Maintenant, les qualités pour être un bon avocat, peut-être, je ne sais pas si je suis très bien placé pour l'instant pour estimer qu'on peut donner le conseil pour être un bon avocat, mais je sais que la profession d'avocat, c'est une profession exigeante. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que il faut avoir les prérequis.
Souvent, on entend, oui, je suis avocat dans tel ou tel, il faut d'abord avoir la base globale. C'est-à-dire, toutes les matières du droit sont fondamentales. Parce que dans une affaire judiciaire, vous vous confrontez à toutes les questions juridiques, en fait. Quelqu'un qui vous dit, non, moi, de toute façon, droit de la famille, je m'en fous, succession, ça c'est trop truc. Et vous serez confronté à cela dans telle ou telle circonstance. Maintenant, au-delà de la connaissance globale du droit, il y a la connaissance des règles de procédure. C'est fondamental. Parce que on entend le droit pénal, mais il y a la procédure pénale. Donc la procédure, elle est fondamentale, c'est le chemin. Parfois, justement, le chemin est beaucoup plus compliqué que la matière. Ouais. Elle est beaucoup plus subtile. Donc, maîtriser ça. Mais également, il y a une autre question qui, pour moi aussi, relève de la politique nationale même. C'est la question de la pratique, c'est-à-dire l'analyse, la capacité d'analyse. Comment on peut acquérir ça? C'est à travers les TD dans les universités. Okay. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'une de mes préoccupations, l'université guinéenne n'a pas de courroie de transmission avec les tribunaux. Dans les juridictions, les jugements qui sont rendus, on les retrouve très rarement dans un amphi. C'est-à-dire que vous allez entendre un étudiant en droit qui maîtrise telle ou telle théorie. L'arrêt Blanco. Voilà, des choses comme ça, par exemple, mais qui ne peut pas vous donner concrètement un cas pratique ou une décision de justice qui est applicable à telle ou telle situation. Et ça, c'est dû à deux choses principalement. La première, c'est que la justice guinéenne est confrontée à un problème d'archivage. Les décisions de justice, on ne peut pas avoir aujourd'hui un truc comme Légifrance, je ne sais pas où, où on retrouve des décisions de justice. Il n'y en a pas. Ce qui est un défi pour vous en tant qu'avocat aussi. Exactement. Non seulement en tant qu'avocat, mais pour la profession dans son entièreté. Il y a un pan entier des sources du droit qui disparaît parce qu'il n'y a pas d'archivage, il n'y a pas un canal où on peut les avoir. Il y a eu des initiatives pour le tribunal de commerce, par exemple. Des machines ont été envoyées pour que les décisions soient stockées dans un site où les gens peuvent. Mais là, jusqu'à présent, c'est pas opérationnel. Les machines sont là, toujours pas installées. Donc, je lance un appel par rapport à cela. Ça, c'est fondamental. Le deuxième point, c'est de dire, une fois que ça c'est disponible, faire en sorte que ça soit étudié à l'université. Parce que en matière de droit, il y a le précédent. Vous allez entendre dire, oui, telle disposition légale a été, pardonnez-moi, appliquée de telle manière par le juge de Beila, par exemple, ou le juge de Koundara. Ce que décide le juge de Koundara, ça s'applique sur le territoire national. Bien sûr. Vous comprenez? Mais on le trouve où? Ouais. Il faut réussir à retrouver la décision. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait un chemin qui lie l'université et les juridictions. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire évoluer le droit, non? Parce Absolument. que voilà, les décisions Absolument. de justice peuvent pousser le législateur Absolument. lui-même en fait à faire évoluer Absolument. la règle de droit. Absolument. Donc ça, c'était le premier volet de la question. Donc maîtriser ces choses-là. Et puis également, comme je l'ai dit, conserver les valeurs de l'avocat. C'est-à-dire être au service de la justice. Parce que sans les avocats, la justice ne peut pas fonctionner comme ça se doit. Peut-être on l'a vu récemment lorsque nous on a lancé notre modèle de solidarité à l'égard de Maître Traoré. La justice était paralysée. Et donc c'est fondamental de savoir qu'on joue un rôle central dans le fonctionnement de la justice du pays. Maintenant, vous m'avez posé l'autre volet de la question de savoir qu'est-ce que cela m'a appris la profession d'avocat en Guinée. J'ai appris premièrement que le défi est beaucoup plus élevé que ce que j'imaginais. Nous avons, souvent on entend ça, ça va vous paraître curieux, mais peut-être je vais être l'avocat des magistrats guinéens. Nous avons des magistrats qui exercent dans des conditions extrêmement difficiles. Extrêmement difficiles. J'ai été à Télémulé, j'ai été à la baie, j'ai été un peu partout, à Dubreka, à Koya. Mais ce qu'on attend des magistrats guinéens et les conditions dans lesquelles ils travaillent, il y a un décalage extraordinaire. Il faudrait qu'on parvienne à trouver le moyen de mettre nos magistrats à l'abri du besoin. Parce que si les magistrats ne sont pas à l'abri du besoin, on ne peut pas garantir une justice impartiale. Non. Parce que c'est bien beau de dire, oui, dites le droit,
soyez impartial. Mais on oublie que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des humains. Hein? Comment peut-on mettre les gens dans des conditions de précarité extraordinaire et s'attendre à ce que... Je l'ai dit une fois ici, quand j'avais commenté le projet de constitution que j'avais présenté à l'ambassade des États-Unis, j'ai dit, pour qu'on ait une justice impartiale, indépendante, qui dit le droit, il faut des prérequis, il faut la mettre dans des conditions. Ok, prenez le raisonnement inverse. Pour qu'on n'ait pas une justice, qu'est-ce qu'on fait? On ne la met pas dans des conditions. C'est aussi banal que ça. La précarité. Donc, absolument. Donc, ne demandez pas à quelqu'un qui vit ou qui exerce dans des conditions précaires et difficiles et que de faire une impartialité ou ceci ou cela. Je ne suis pas en train de dire que que les magistrats, tout le monde est dans le même sac. Il y en a qui vivent très bien. Mais pour moi, un magistrat guinéen ne devrait pas percevoir le fait d'être muté à Koubia, à Lola, à Beila, à Kouremale, pardonnez-moi, à Sigiri, comme une sanction. Et pourtant, dans la réalité, c'est ça. Parfois, on dit, oui, il a pris telle décision parce qu'il sait que s'il ne va pas dans ce sens-là, il va être muté à Koubia, on va la lever à Conakry. Pour moi, la fonction de magistrat devrait être traitée de la même manière que l'on soit à Koundara ou à Gawal ou à Mali. Ou à Conakry. Ça, c'est fondamental. Maintenant, qu'au niveau des magistrats aussi, qu'il y ait des efforts. Parce que les magistrats, ce sont les derniers remparts dans tout pays. On l'a vu un peu partout, que ce soit récemment au Sénégal, on l'a vu avec Donald Trump, on a vu cela dans des pays comme la France ou ailleurs, et on a vu cela aussi au Kenya, quand une élection présidentielle a été annulée. C'est le rempart. Maintenant, il faut que... Parce que c'est toute la difficulté. Vous savez, les magistrats relèvent du ministère de la Justice. D'un certain point de vue, c'est explicable. Mais en même temps, ils sont censés être indépendants, impartiaux vis-à-vis même de celle. Et c'est ça le défi des magistrats. C'est de dire, oui, c'est toi qui me donnes la responsabilité, mais c'est pas pour autant que je vais être à ton service. Parce que qu'est-ce qu'on dit quand on rédige une décision de justice? Au nom du peuple de Guinée. Ouais. La justice c'est un lien sacré avec la souveraineté. Donc, pour moi, c'est fondamental que les magistrats puissent être à l'abri du besoin. Ça, c'est fondamental. La deuxième chose, par rapport à ce que j'ai observé pour la justice guinéenne, et c'est un sujet auquel je m'attaque depuis très longtemps, c'est l'unicité juridictionnelle dans notre pays. Vous savez, dans certains pays, on a le juge administratif d'un côté et le juge judiciaire de l'autre. Vous avez la cour soit de cassation en France ou comme le Conseil d'État pour tout ce qui est volet administratif et de l'autre, voilà. Dans les pays où on a une dualité, il y a deux volets. Nous, on a une unicité, c'est-à-dire que on a des chambres, par exemple, administratives au sein des juridictions. C'est pour ça, quand j'ai posé la question à mes étudiants, j'ai dit, alors, le gouverneur, le préfet, le maire de votre commune prend une décision qui va à l'encontre de vos intérêts. Que faites-vous? La première des réponses et la deuxième sont toutes aberrantes d'une certaine manière. La première, ils me disent qu'il faut manifester. La deuxième, ils m'ont dit qu'il faut aller saccager pour qu'on se fasse entendre. Vous comprenez? Ouais. Le réflexe. Mais pour quelqu'un qui entend ça, il va dire, ah oui, mais ça a une explication. Parce qu'il y a un enfouissement de la justice administrative dans le pays. Demandez à quelqu'un d'aller saisir le juge administratif. Il va vous dire, mais où? Ouais, ça c'est vrai. Parce qu'il n'y a pas de tribunal administratif. Le fait qu'on mette en exergue un tribunal administratif permet de dire que les décisions de l'administration sont attaquables devant telle juridiction. Et ça, c'est fondamental. Et ceux qui prennent les décisions sont aussi conscients. Conscients d'eux. Mais comme ce sont des chambres, ce n'est pas tout le monde déjà qui comprend le fonctionnement de la justice. Vous leur dites, il y a une chambre administrative, vous dites, c'est quoi ça? Donc pour moi, il est fondamental, le deuxième volet de réforme qu'il faut avoir pour la justice de notre pays, c'est le volet dualité. Il faut qu'on ait une justice administrative à part. Parce que les actes administratifs sont présents dans le pays. Mais il faut que les gens comprennent que l'état de droit, c'est et l'administration et le justiciable sont tous égaux devant la loi. Et pour cela, il faut qu'on mette en exergue, qu'on extirpe la justice administrative, qu'on en fasse une
dualité juridictionnelle. Juridiction. Pour moi, ça c'est fondamental. C'est la deuxième chose, de telle sorte que on parvienne à regarder là ce qui se passe avec les caniveaux là quand il pleut. Moi, j'avais eu des discussions avec des gens à l'époque sous Alpha qui me disaient dans notre quartier il y a tellement de trous, si tu fais pas attention, tu tombes dans des trous. Alpha est nul. J'ai dit mais pourquoi Alpha? Non, il est le président. Non, ce n'est pas de sa compétence. Vous avez des chefs de quartier, vous avez des maires de communes, vous avez allez saisir ces gens-là. C'est eux les premiers responsables. Donc, s'il y a une juridiction administrative, déjà, vous la saisissez, elle vous expliquera que c'est elle les responsables, pas le président d'abord. Vous comprenez? Donc, il y a réformer tout ça participera de l'éducation globale et le perfectionnement aussi. Donc, ça, c'est le deuxième volet sur la justice globale. Le troisième, en dernier lieu, c'est la difficulté aussi du fait qu'on n'a qu'un seul barreau en Guinée, par exemple. Le barreau de Guinée, c'est comme ça qu'on l'appelle. On n'a que 2 cours d'appel. Il y a celle de Conakry et celle de Kankan. L'accès aux juges, c'est problématique. Aujourd'hui, je vais donner 2 exemples. Le premier, prenons Koundara, l'extrémité de l'autre côté. La cour d'appel, c'est Conakry. Et le tribunal de première instance, quand il y a une décision qui est rendue, vous faites comment si vous n'êtes pas d'accord? Parce que n'oublions pas qu'on est dans un pays aussi où les moyens manquent beaucoup aux gens. Et quelqu'un qui est à Koundara, quand il calcule les frais que ça va lui coûter de quitter Conakry, Koundara pour venir contester sa décision à Conakry, et les dépenses familiales, facilement la décision est prise. Écoute, je prends cet argent, je m'occupe de ma famille. Bon, de toute façon, vous comprenez? Et surtout lorsqu'ils se disent, mais en plus, il n'y a aucune garantie que je vais gagner. Exactement. Bon, après ça, c'est inhérent au truc, au projet à la justice. Est-ce qu'on gagne ou on perd? Ça dépendra de l'évolution et des preuves qu'on a. Maintenant, le gars qui est à Yomu, là-bas, il y a une cour d'appel à Kankan. Donc, tout ce qui ne relève pas, donc toute la Haute-Guinée, la Guinée forestière, c'est la cour d'appel de Kankan. Tout ce qui est le reste du pays, Moyenne-Guinée, Basse-Côte, c'est Conakry. Pour moi, ça fait très peu comme cour d'appel. Il se trouve qu'il y a un projet de création de 2 autres cours à Labé et à Zérékoré. Ce n'est pas encore abouti. Mais il faudrait aller plus dans ce sens-là pour qu'on permette un droit fondamental de s'exercer, celui de l'accès aux juges. Ça permettra aussi de désengorger. Ces deux cours d'appel. Fondamental. Mais troisième volet, ça permet aussi d'avoir l'accès à l'avocat. Ça doit être fondamental. Celui qui est à Beila, à Lelouma, à Gawal, à Koundara, à Tougué, à Mali, il faut qu'on lui permette d'accéder aux juges. C'est fondamental. Donc tout cela nécessite des réformes courageuses. Et c'est pour cette raison que des réformes qu'il doit y avoir, il y en a beaucoup. Et donc, à un moment donné, il faut s'y mettre de sorte à ce qu'on rende accessible la justice, mais qu'on parvienne à mettre en exergue le juge administratif, le juge de l'action publique, de sorte à ce qu'on responsabilise les gens. Je vous donnais l'exemple de ces caniveaux. Il faut saisir le juge administratif. Ce n'est pas au président de la République de venir s'occuper d'un caniveau. C'est aux autorités locales. Non, c'est ce qu'on dit souvent. À Conakry, ici, on constate en fait qu'il y a ce genre de choses qui se produit fréquemment. Vous allez voir un nouveau goudron. Les jeunes vont barricader la route pour venir jouer au foot. Toi, tu viens en véhicule, tu peux pas passer. Et tu n'oses même pas dire quelque chose. Il faut que tu tournes. Alors que c'est au chef de secteur ou au chef de quartier d'agir sur ce genre de choses. Que ce soit le marché de Sonfonia ou à Matoto ou je ne sais où, très souvent quand vous venez, il y a des gens qui sont installés sur le bord de la route. Alors qu'il y a un espace prévu à l'intérieur. Donc tout cela invite à ce que on responsabilise les uns et les autres. Et ça passera pour moi en tant que juriste, en tant qu'avocat, par la mise en exergue de la justice administrative. Parce qu'une décision administrative, une décision de justice peut bien venir obliger les maires à faire ceci ou cela. Responsabilité telle ou telle. Les accidents qui se font au bord des marchés là, si jamais il y avait des condamnations par rapport aux responsables de ces accidents, en sortant du fait que malheureusement c'est son destin. Non, il y a des fautes commises qui ont conduit à cela. Parce que nous n'oublions pas, le bon Dieu ne peut pas nous donner le cerveau et réfléchir à notre place. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut arrêter de l'accuser à chaque fois. Ça c'est fondamental. Ce que vous dites est vraiment intéressant. Je vais vous poser une question sur la profession d'avocat. À quel moment doit-on saisir un avocat et est-ce que recourir à un avocat coûte cher aujourd'hui en Guinée? Ou bien tout dépend de l'affaire? Voilà, ça c'est une très belle question. Ce qu'il faut préciser, c'est que déjà,
il faut... L'avocat, c'est comme le médecin, il faut toujours en avoir, c'est très important. Et surtout, c'est important que les gens intériorisent le fait d'avoir un avocat avant même d'avoir des problèmes. Comprenez? Parce que souvent, on pense prendre un avocat quand le problème est là. Avoir un avocat avant, ça vous permet d'anticiper. Nous, souvent, on dit, nous sommes avocats, mais une négociation, une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Parce que non seulement c'est long, c'est coûteux, c'est aléatoire. C'est aléatoire. D'accord? Donc ça, c'est fondamental. Il faut avoir un avocat, que vous soyez une entreprise, un particulier ou une association ou je ne sais pas quoi, ayez, même les institutions publiques, ayez des avocats, c'est fondamental. Le deuxième volet, est-ce que ça coûte cher? Les procédures judiciaires coûtent cher. Les avocats peuvent coûter cher en fonction de l'affaire. Mais il y a ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, comme dans certains pays. C'est-à-dire que quand vous êtes démuni et que les conditions, vos ressources ne vous permettent pas d'avoir recours à un avocat, la loi a prévu que l'État doit vous donner les moyens d'avoir un avocat qui vous accompagne. Pourquoi? Parce que c'est un droit fondamental d'accéder au juge. Quand on a un problème, c'est un droit fondamental, c'est-à-dire un droit auquel on ne peut pas déroger, que de nous permettre d'aller devant la justice. Donc il y a l'aide juridictionnelle qui est prévue. Et vous affecte un avocat qui est payé aux frais de l'État, qui vous accompagne. Ce n'est pas parce qu'il est payé aux frais de l'État qu'il va vous faire un mini accompagnement, non. Parce qu'il y a toujours la déontologie derrière. Exactement. Il a prêté serment. Exactement. Il a prêté serment d'être loyal, d'être au service de la justice, d'aider en fait et de conseiller son client. Ça, c'est fondamental. Donc maintenant, par la suite, en fonction des affaires, que ce soit une affaire pénale ou une affaire commerciale ou je ne sais pas moi, une affaire de transport international, ça dépendra maintenant de l'envergure et des montants en jeu. Donc ça se fixe, ça se discute. Maintenant, l'accès au juge, il faut que chacun parvienne à le faire. Et c'est comme ça qu'on fasse vivre l'état de droit. Vous entendez souvent les gens parler de l'état de droit, mais souvent on ne sait pas que ce sont ces petits actes-là qui permettent d'accéder à l'état de droit. Parce que l'état de droit, c'est une procédure, c'est un process. Ce n'est pas seulement le volet politique, l'état de droit qu'on entend, mais ce sont des procédures judiciaires. Et c'est fondamental. D'accord. Est-ce que l'accès à l'aide juridictionnelle est facile en Guinée? Pour l'instant, je n'ai pas eu un cas spécifique dans ce sens-là, mais je sais que ça existe et il y a des personnes qui en bénéficient. Donc, il faut se rapprocher du service et je sais que le barreau joue totalement sa part. C'est-à-dire que quand il y a l'aide juridictionnelle, le barreau déploie des avocats pour qu'ils puissent accompagner tel dossier ou tel dossier. Donc, il ne faut pas que les gens se privent. C'est très important. Si vous n'avez pas les moyens, l'État a l'obligation, même si, par exemple, c'est vous-même qui êtes considéré comme le suspect, vous avez droit à ce que votre cause soit entendue. Et donc, l'État a la responsabilité d'assurer ça. D'accord. Voilà. C'est un point d'information qui est très pertinent parce que souvent, les gens vont se dire, mais je n'ai pas assez de moyens, donc je ne peux pas me payer un avocat. Alors qu'ils ont tout à fait la possibilité de recourir à l'aide juridictionnelle. Absolument. Donc c'est un point qui est vraiment important. Absolument. Et je pense que les gens devraient vraiment se renseigner. Ce que je constate, c'est qu'on a un manque d'informations. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce que c'est pas aussi une responsabilité peut-être de l'État de vulgariser en fait ce genre d'informations pour que les citoyens puissent savoir qu'ils ont ce genre de droit, pas que, parce qu'ils en ont plusieurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Non, moi je pense qu'il y a un travail à faire. Qui sera pas facile, hein. Mais pour moi, le service public dans notre pays mérite d'être mis en exergue d'une manière très pédagogique. C'est très important. Il y a plein d'informations en ce qui concerne aussi bien la gouvernance locale que la gouvernance nationale, où les gens n'ont pas accès à l'information. Donc, il faut travailler sur ça. Regardez, par exemple, aujourd'hui, si vous êtes à Ratoma, ou demain vous êtes à la mairie de Lambaye, ou vous êtes ailleurs, si vous voulez avoir des informations relatives à la gouvernance sur la mairie de Ratoma, il serait bien d'aller sur un site internet, on s'informe comme ça. Je sais que Symphonia, ils ont un site, ou en tout cas une page Facebook, on peut bien aller trouver des informations. Donc ça, faire en sorte que les gens comprennent, quand vous avez ceci, comment ça fonctionne. On pourrait même avoir
une sorte de site national de service public, servicepublic.gn par exemple, sur tout ce qui concerne les procédures relatives à l'obtention d'un acte de naissance, comment renouveler son passeport, pièce d'identité, comment lorsqu'on a quelqu'un qui se noie, quelle est la procédure qu'il faut suivre, quand on a des saletés ou des ordures qui sont pas ramassées, comment faire. On peut aller de façon pédagogique en fait sur ces choses-là, et l'accès à l'information, c'est fondamental. Donc peut-être qu'il faudrait travailler dans ce sens-là, parce que si on n'est pas informé, on peut pas faire les choses dans l'ordre, quoi, en fait, simplement. Et est-ce qu'il vous est arrivé aussi de découvrir des textes en Guinée dont vous ne pensiez même pas qu'ils existent? Juste comme ça, c'est-à-dire à un moment donné de votre vie, vous tombez sur un arrêté ou vous tombez sur, je sais pas, sur un décret, mais par manque d'accessibilité à l'information juridique, vous vous dites, mais en fait, je savais même pas que ça existait. Moi, à titre personnel, non, ça m'est pas arrivé. Mais je sais que souvent, parce que je pense que c'est là aussi où nous, qui venons un peu d'ailleurs, faut faire preuve d'un peu d'humilité en fait, parce que souvent, quand on parle, on dit ah non, de toute façon ça n'existe pas en Guinée. Alors même qu'on n'a pas cherché à savoir si ça existe ou pas. Donc il faut d'abord aller chercher l'information et ne pas la trouver, peut-être même poser la question, parce que il y a un autre défi aussi, c'est que aujourd'hui, je pense que le secrétariat général du gouvernement travaille dans ce sens-là pour que les textes se retrouvent dans un site ou dans un endroit commun. Mais souvent, on n'a pas où aller chercher l'info. Même si on sait que ce texte-là doit exister. Aujourd'hui, par exemple, sur la loi sur les données personnelles, elle existe. Elle est là depuis 2016-2017. Mais quand tu parles de données personnelles, souvent on dit oublie ça, ça n'existe pas ici. On n'a pas atteint ce niveau. Voilà. Tu entends les gens dire ça, alors que ça existe. Le cadre légal est là. Souvent, le cadre légal, il est là. Maintenant, est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il nécessite pas un assainissement, une réforme ou une évolution? Ça, c'est un autre sujet. Donc, faire en sorte que toutes les dispositions légales, que ce soit sur le site de l'Assemblée ou alors sur le site du secrétariat général du gouvernement, ou alors on crée un site national où on peut retrouver toutes ces infos-là, et c'est important de le faire. Maintenant, il faut aller chercher d'abord avant de dire que ça n'existe pas. Parce que très souvent, les textes sont là, mais leur application parfois, ça, c'est tout un autre sujet. Et puis, je sais pas, il y a aussi ce phénomène aussi qu'on constate en Guinée, c'est que on a du mal parfois à faire la différence entre le cadre légal et les pratiques. Je sais pas si vous avez fait ce constat. On a toujours fait comme ça marche, ou telle personne n'a rien dit, alors qu'en réalité, c'est pas du tout légal. Lorsque vous leur parlez de la loi, ils vous disent, bon, oubliez, ou... Non, moi, ça fait partie également des préoccupations que j'ai toujours soulevées. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, je fais partie de ceux qui ont proposé la création du Sénat dans ce pays. J'entends beaucoup de gens me dire non, ça sert à rien, c'est budgétivore, c'est ceci ou cela. Mais nous sommes dans un pays où parfois il y a la légalité, il y a les pratiques, et les pratiques sont souvent en contradiction avec la légalité. Elles sont prédominantes. Et ça, il faut vraiment travailler de sorte à ce que la loi prévaut, parce que c'est la loi qui gouverne le pays. Vous comprenez? Je vais vous donner un exemple. Et il peut y arriver qu'il y ait des conflits, par exemple, c'est pas moi, domaniaux ou familiaux ou je sais pas quoi, ou même parfois des infractions qui sont commises, il y a des blessures, il y a des trucs, et puis vous entendez, non, on a été voir l'imam, on a négocié, ou on a été chez le prêtre, et il se trouve que, en fait, il y a un volet qu'on négocie, il y a un autre qu'on ne négocie pas. Si vous prenez une infraction pénale, par exemple, il y a l'intervention de ce qu'on appelle le procureur de la République. Pourquoi? Parce que c'est le défenseur de la société. Quelqu'un qui est blessé dans la rue ici, il y a du sang qui coule. C'est une personne physique qui est atteinte. Mais le fait que le sang est coulé, c'est tout le pays qui est blessé. Ça n'appartient pas. Ça n'appartient ni à celui qui est blessé, ni à ses parents, ni à qui que ce soit de dire je pardonne. Le sang a coulé, il faut réparer parce que le peuple a été blessé. C'est-à-dire la société a été blessée. Parce qu'une société dans laquelle on peut couler du sang, on peut tuer, on peut, je ne sais pas moi, dire que tel a le droit à la vie ou pas,
Ça n'appartient à personne, c'est à la société. Donc pour revenir à la difficulté d'appliquer la loi ou de transiger certaines choses, il faut savoir ce qui est transigeable. Ce sont les biens, c'est le matériel et tout ce qui va avec, ou peut-être sur l'honneur, il m'a insulté, je pardonne, ou des choses comme ça. Mais quand la société est blessée, entre guillemets, c'est la loi qui s'applique. Ça, c'est fondamental. Donc, il y a des choses qui se négocient et d'autres non. Et il se trouve qu'on a cette difficulté qui consiste à trouver l'équilibre, le bon, entre le rôle de nos sages, de nos imams, de nos coordinations et ce que dit la loi. Et pour moi, pour revenir au Sénat, la création d'un Sénat, justement, permettrait pour un début, parce que ça va pas être rose, hein, ça va pas être facile pour un début, parce que c'est une première expérience. Et de permettre à ces sages-là, ou en tout cas des représentants des collectivités, des territoires, de s'insérer dans un sillage institutionnel pour qu'ils comprennent la difficulté. Vous qui êtes, c'est pas moi, vous êtes imam à Yukunku là-bas, par exemple. Il y a un petit problème, vous pouvez le régler. Mais ce qui est acceptable à Yukunku, est-ce qu'il est acceptable à Koulé de l'autre côté, à Zérékoré, forcément? Ou alors de l'autre côté vers Boké? C'est comme dans le milieu du travail. Ce qui est acceptable dans la restauration n'est pas acceptable dans la banque. N'est-ce pas? Dans une... Donc, si vous êtes là où se prennent les décisions nationales, vous êtes bien obligé de réfléchir doublement. Parce que pour prendre une règle, il faut se dire, il faut qu'elle soit acceptable, aussi bien dans les spécificités de Yomu, de Lola, que de Gawal Kundara, Télimilé ou Dingirai, par exemple. Vous comprenez? Donc, les mettre dans ce sillage-là pour qu'ils comprennent, c'est pas noir et blanc. Et aussi, on a un autre problème, c'est que on a parfois des sages qui sont du côté de la religion musulmane, d'autres chrétiennes, alors que le pays, dans sa totalité, a des musulmans et des chrétiens. Comment fait-on? Donc, pour moi, c'est pour ça il est fondamental d'insérer ces gens-là dans ce sillage, de sorte à ce qu'on comprenne la difficulté, la nuance qu'il faut avoir, la maturité, la sagesse et toute la technicité du droit qui permet de régler ou de réglementer des choses qui sont subjectives à des moments ou à des endroits. Ça, c'est fondamental. Et puis, par la suite, que la loi décide définitivement de ce qui est transigeable, de ce qui ne l'est pas. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Et ça, pour moi, c'est fondamental qu'on arrive à trancher cette question-là. Il y a un énorme travail à faire. Hein? Bah, beaucoup. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. De façon récurrente, nous pouvons constater qu'il y a des situations d'abus sexuels. OK. Qui sont aussi gérées en interne ou au niveau de la mosquée ou au niveau, par exemple, des autorités locales. Quel est votre regard, avocat? C'est-à-dire, aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à une personne qui est victime d'abus sexuels ou une personne qui a une fille qui est victime d'abus sexuels aujourd'hui en Guinée? C'est une question très sensible, ça, parce que je sais qu'il y a des structures, comme le Projet, par exemple, qui entendent ou qui écoutent les femmes qui sont ou les filles qui sont victimes de ça, parce que je pense qu'il faut distinguer deux volets. Le premier volet, il faut considérablement prendre en compte le côté sensible de la question. Peut-être que je peux parler de ça parce que ça a fait l'objet de médiatisation. Là, par exemple, je suis sur un dossier à l'AB où des filles ont été abusées dans une école par leur instituteur. La plus âgée à 8 ans. Dans ce cas-là, ça a été très difficile d'abord d'engager la procédure judiciaire. Parce que d'abord, au niveau des familles, nous savons que nous, on a une culture où le viol, c'est un peu honteux, d'une certaine manière. Et vous savez que souvent, les femmes disent ça. Les femmes qui ont subi des choses comme ça, souvent, elles ont peur qu'on les juge, qu'on dise c'est de ta faute, t'as fait ceci ou cela. Ça, c'est une question très, très sensible. Donc, il faut que les familles comprennent que, au-delà même de cet aspect intime, personnel, honteux, tout ce que vous voulez, il y a le volet pénal à part. Et donc, sur ce dossier-là, c'est ce que j'ai fait comprendre aux familles. Même si les familles ne voulaient pas porter plainte, moi, je peux bien saisir le juge parce que c'est une question, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la société où on a porté préjudice. Parce que violer des enfants,
des femmes tout simplement, c'est une infraction pénale. On peut la poursuivre en dehors même de la constitution de partie civile. Vous comprenez? Donc ça, c'est important. Maintenant, ce qu'il faut, le deuxième volet qu'il faut voir, c'est le volet judiciaire. Au-delà de l'accompagnement peut-être que le projet peut faire, écouter les gens, et les sensibiliser, les aider à traverser ce truc-là, il faut, oser porter plainte, judicialiser les choses. Parce que justement, au-delà même de la réparation, parce que le mot réparation même est très faible par rapport à des choses comme ça. On a vu avec le procès du 28 septembre, jusqu'à ce présent, il y a des traumatismes par rapport à des femmes qui ont été abusées. Il faut, au-delà de la réparation, comme je le disais tout à l'heure, donner l'exemple, sanctionner de sorte à ce qu'on renvoie le message à des personnes qui pourraient avoir des pensées pareilles que c'est une infraction qui est sévèrement sanctionnée. Donc, surtout s'il y a des circonstances aggravantes, c'est une personne mineure ou sur laquelle on détient une autorité, ou ainsi de suite, il y a tout un tas de choses. Maintenant, le fait de régler ça, parce que parfois, il m'est arrivé de lire dans des sites où il y a des imams parfois qui ont agressé des petites filles ou des muezzins, ou je sais pas moi, dans les églises ou des choses comme ça. Et dans ces conditions-là, moi, je ne suis pas partisan de la négociation de certaines choses. Je suis tout à fait d'accord. Parce que pour moi, on peut me reprocher d'être trop légaliste, trop institutionnel, mais c'est la seule façon de protéger la société dans sa globalité. Parce que imaginez qu'on instaure la transaction du viol. Vous vous rendez compte? C'est très dangereux. Vous vous rendez compte? Parce que souvent, parfois, on fait ça pour préserver la réputation, pour faire ceci, pour faire cela. Mais en réalité, il y a une réputation de quelqu'un qui est déjà bafoué à vie. Une personne qui est violée, qui est touchée par quelqu'un dont il n'a pas traumatisme. Vous comprenez? Donc ça, il y a la limite à la transaction pour moi. Il faut appliquer les règles. Et quelle que soit la personne qui sera en face, il faut que la règle soit la même pour tout le monde. Ça, c'est fondamental. Et ça peut servir de leçon. Absolument. Parce que les autres comprendront que c'est un terrain sur lequel il ne faut pas du tout s'aventurer. Absolument. Parce que sinon, ils savent qu'il va y avoir l'application de la loi. Oui. Docteur Galissa, vous avez écrit 2 ouvrages, il me semble, alors que vous étiez étudiant. Vous avez fait votre thèse, vous êtes avocat et vous avez aussi lancé la nouvelle convergence républicaine. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça? Et pourquoi la nouvelle convergence républicaine? Je sais que ça résume beaucoup de choses qu'on a dit ici, parce que voilà, ce sont aussi des choses que vous portez, des réformes que vous souhaitez avoir dans ce pays. Mais pourquoi vous avez décidé de créer la nouvelle convergence républicaine? Et est-ce que c'est surtout compatible avec votre métier d'avocat? Est-ce que vous pouvez avoir les 2 casquettes en même temps? Et puis, est-ce que vous avez un livre aussi que vous êtes en train d'écrire? Je sais que c'est une longue question, mais voilà. Petit, on va commencer par la fin. D'autres publications vont venir. D'autres publications vont venir. Toujours dans le volet essayiste. Je préfère plus ça parce que le mot écrivain me fait peur. C'est une responsabilité énorme. C'est pas parce qu'on écrit forcément qu'on est écrivain. Pour moi, ça c'est le haut niveau, quoi. Voilà. Donc, je suis essayiste. J'essaye d'aborder des sujets qui me paraissent pertinents. Donc, peut-être qu'il y a des publications qui vont venir. Ça, c'est un deuxième volet. Pourquoi la nouvelle convergence républicaine? Est-ce que c'est compatible? Sur la compatibilité, d'abord, la profession d'avocat, c'est une profession libérale et indépendante. Et donc, c'est pour ça que on a la possibilité de concilier cela avec d'autres professions, comme l'enseignement, par exemple. On peut toujours continuer à enseigner. C'est pas le cas dans tous les pays. Également, on a la possibilité de militer ou d'exercer des activités politiques, par exemple, contrairement aux magistrats qui relèvent du ministère, il y a une hiérarchie et tout ça, eux, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, les avocats ont tout à fait le droit d'exercer des activités politiques, soit directement, soit indirectement. Et donc, en tous les cas, avocat, je le suis devenu en étant engagé également sur d'autres sujets. Et vous savez, notre aventure
en perspective Guinée avant le coup d'État. On fait partie de ceux-là qui travaillaient sur des sujets d'intérêt national, que ce soit sur les questions institutionnelles, les questions économiques, les questions de l'éducation. On a toujours essayé de faire des propositions parce qu'on estime qu'il ne faut pas s'enfermer dans la case qui est stérile, qui consiste à dire « Ah, tout est mauvais ». Oui, si c'est mauvais, on fait quoi? Ou ça ne sert à rien que je dise quelque chose. Voilà, faites toujours des propositions, c'est très important. Mais vous savez qu'à un moment, les propositions aussi ont leurs limites. C'est-à-dire que qui propose, c'est-à-dire il le fait à quelqu'un d'autre. Et donc, celui à qui il propose a tout à fait le loisir de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Si vous prenez l'exemple de la décentralisation, sur la création de nouvelles communes. Nous, on fait partie de ceux qui avaient proposé la création de plusieurs communes. Mais pas ce qu'on a actuellement, hein, parce que là, ils ont juste commencé. Nous, par exemple, on avait proposé à ce que Kaloum soit 2 communes, déjà. Et que Ratoma et Matoto, qui sont de 2 grandes communes, soient divisées en 10 communes. Dixine en 5 peut-être. Ainsi de suite, les grandes villes, Labé, Zérékoré, Kindia, Boké, Kankan, qu'on décentralise davantage encore, qu'on ait des communes au sein de ces grandes villes-là. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, naturellement, je suis devenu avocat en étant engagé. Donc, il n'y avait pas de raison que j'arrête mon engagement, parce que j'estime que, comme je vous disais tout à l'heure, quand on a été formé à l'école publique, on estime qu'on a une redevabilité envers le pays. Et cette redevabilité, pour moi, elle passe toujours par des propositions, par des lueurs d'espoir à donner. Parce que moi, je fais partie des gens qui estiment que oui, c'est difficile le pays, il y a des défis. Mais je suis contre le fait de dire il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de lueur. Il faut toujours qu'il y en ait. Parce qu'il faut toujours se dire que demain va être meilleur. Ça, c'est fondamental. Parce qu'autrement, on tue la vie, en fait. En disant, moi, j'entends des gens dire, ah, ce pays est maudit. Ce pays ne changera jamais. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Parce que en fait, c'est une question de conditionnalité. Quand vous vous conditionnez en disant que ça ne changera jamais, vous agirez en conséquence. Il faut qu'on se dise que c'est difficile, certes, mais c'est possible. C'est possible. Il n'y a rien d'impossible face à la volonté et à l'ingéniosité humaine, en fait. On peut y arriver et nous devons faire en sorte qu'on y arrive. Et voilà ce qui a poussé à la création de la nouvelle convergence républicaine, qui est une suite de Perspective Guinée, avec des amis. Et la nouvelle convergence, pourquoi? Parce que en discutant entre Guinéens, vous vous rendez compte que parfois, même si les diagnostics peuvent différer, l'envie, la volonté de voir ce pays avancer est la même. Il n'y a aucun Guinéen qui vous dira, bah moi, ce pays-ci reste comme ça, je suis tout à fait partant. On a tous envie, parce qu'on sait qu'il y a le potentiel. Guinée, ouais. Et nous devons y arriver. Donc pour moi, il faut faire converger tous ceux qui pensent que si on se déploie, on peut positivement faire avancer le pays. Voilà l'idée de convergence. Il faut qu'on converge vers des institutions qui soient capables de produire le meilleur, vers des citoyens qui soient exigeants, vers une justice qui fonctionne, vers des hôpitaux qui donnent le meilleur, vers des écoles qui soient capables de former. Tout ça, faire converger. Ça ne va pas être facile, parce que, dites-vous bien, j'ai constaté que dans notre pays, on vit un peu en autarcie dans le pays. Et les gens ne se connaissent pas assez, on ne se frotte pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'a priori. On est dans des cercles, chacun reste de son côté et regarde les autres. Ah, eux, ils font comme ça. Eux, qui sont ces eux-là? En réalité, il faudrait qu'on parvienne à parler de la Guinée, de citoyens. Parce que les besoins des gens tout au long du pays, à travers le pays, sont les mêmes. On a besoin de bien se loger, de bien se nourrir, manger propre, hein? Avoir des écoles de qualité, avoir des services publics de qualité. Et à ce moment-là, les gens ont suffisamment d'esprit et d'initiative pour entreprendre, pour faire de belles choses. Les gens ont des idées, mais il faut leur donner le cadre. Donc il faut qu'on parvienne à créer un nous. Et ce nous-là, il faut qu'on converge vers la République, vers un système où
on dépersonnalise des choses. Parce que souvent, les gens pensent que quand on est président de la République, le pays est notre propriété. Donc, il y a un travail à faire pour donner du sens à ce qu'on appelle la notion de dépositaire de l'autorité. Que quand vous êtes président dans des conditions normales, pas dans un régime exceptionnel, et que vous êtes élu, c'est le peuple qui dépose en vous son pouvoir, qui vous le confie pour un certain temps. Et puis vous, à travers cette confiance-là, vous avez la légitimité de nommer un premier ministre, de nommer à des postes de responsabilité civiles et militaires. Et donc, converger vers tout ça, de sorte à ce que les institutions soient fiables et que on pose le cadre pour que les potentialités puissent s'exprimer. Je vous assure, il y a beaucoup de Guinéens qui, parfois, n'ont pas envie de travailler pour l'administration. Mais nous avons un système économique qui est presque totalement focalisé sur l'administration. Si vous ne travaillez pas au sein de l'administration, vous n'avez pas un revenu fixe, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela. Et il se trouve qu'aucun pays au monde ne fonctionne en étant 100% administrativiste, en fait. C'est pas possible. Donc, il appartient à l'État de créer le cadre pour que le secteur privé puisse s'épanouir, puisse créer de l'emploi, puisse créer de la richesse et permettre à ceux qui veulent innover, créer, entreprendre, d'avoir les accompagnements nécessaires, le cadre nécessaire pour qu'on converge vers ce qu'on appelle la dynamique de l'économie nationale. D'ailleurs, ça permet premièrement de réduire fortement notre endettement vis-à-vis de l'extérieur, mais également ça réduit notre dépendance à l'importation de certaines choses et ça permet aussi d'équilibrer notre balance de sorte à ce qu'on exporte ce qui est produit à Zérékoré puisse être acheminé à Conakry beaucoup plus facilement, ce qui est produit à Koundara, zone rizière, puisse arriver ici inversement ou exporté ailleurs. Donc tout cela nécessite qu'il y ait une dynamique économique et pour qu'on y arrive, il faut absolument faire en sorte que les institutions qui le permettent soient là. Maintenant, la convergence, c'est quoi notre ambition? Parce que je pense que c'est important aussi de clarifier cet aspect-là. À l'immédiat, on n'a pas une ambition de dire qu'on va prendre le pays présidentiel, parce qu'il faut être raisonnable. Moi, je pense qu'on est à un stade où il faut d'abord une dynamique au niveau de nos collectivités. Moi, j'aimerais que, à la tête de nos collectivités, qu'il y ait des gens qui ont envie, qui ont des idées, qui ont envie d'agir, d'être proches des citoyens, de régler les questions d'assainissement, de salubrité, de nuisances sonores, de base, quoi, si vous voulez. Et puis au-delà de ça, il y a l'Assemblée nationale, ou le Sénat éventuellement. Là aussi, on peut être utile à ce niveau-là. Maintenant, les compétitions nationales, je pense que la NCR a encore besoin du temps pour s'implanter, pour travailler, pour pouvoir faire ses preuves à un certain niveau parce que le tout présidentialisme, moi je ne suis pas là-dedans. Souvent vous discutez avec les gens, tout le monde veut devenir président de la République. Pour moi, président de la République, peut-être c'est un aboutissement. Il faut d'abord passer par un certain nombre de cases, et faire un certain nombre de preuves, faire un certain nombre de réalisations, avant de dire qu'au nom de ces réalisations-là, confiez-moi peut-être le pays un jour en fonction de ceci ou de cela. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est pour cette raison, pour l'instant, nous sommes un mouvement politique. Qui dit mouvement, c'est l'étape avant le parti. Et vous savez que le parti a besoin d'agrément. Ça viendra pour qu'on ait l'agrément, même si je suis très critique vis-à-vis d'une disposition de la nouvelle constitution, je crois, où on exige à ce que les partis politiques aient une implantation nationale. Moi, je pense qu'il faut être raisonnable par rapport à cela. C'est-à-dire que si vous avez un parti politique qui ne veut impacter qu'au niveau local, vous ne pouvez pas obliger ce parti-là de s'implanter sur le plan national, parce qu'il n'a pas l'ambition d'impacter sur le plan national. Maintenant, tous les partis qui veulent participer à des élections nationales, à ce moment-là, je trouve que ce serait raisonnable de leur fixer cette obligation-là. Donc pour moi, il y a une parcimonie à avoir dans ce sens-là. Donc la nouvelle convergence, c'est cela. Convergeons, venons, parlons-nous, et parlons de ce pays, ayons des ambitions pour ce pays, parce que avoir des ambitions pour le pays, ça vous évite d'avoir des ambitions contre les personnes. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Si vous réfléchissez pour le pays, vous n'avez pas le temps de réfléchir contre des gens ou telle ou telle personne, parce que les personnes passent, le pays reste. Oui. Ça, c'est c'est fondamental. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est fondamental. Voilà.
D'accord. C'est une explication très intéressante parce qu'on a vu les publications de la NCR passer et je pense qu'à travers cette vidéo, beaucoup de personnes comprendront. C'est quoi la NCR? Pourquoi la NCR et quelles sont les ambitions de la NCR, voilà, sur le court terme et sur le long terme. Absolument. Mais je pense que c'est aussi très, très important que les gens se rendent compte qu'il faut commencer à agir au niveau local. Absolument. Et ça, c'est une responsabilité pour tous les citoyens. C'est-à-dire, c'est à eux de prendre leurs responsabilités pour élire quelqu'un qui est compétent au niveau local parce que ça va être la personne à laquelle on va s'adresser pour nos premiers problèmes. Lorsqu'on a des cas d'inondation, lorsqu'on a des problèmes de feu de brousse, lorsqu'on a des bagarres dans le quartier ou tous les problèmes qu'on peut rencontrer, le maire, par exemple, pourra être notre premier interlocuteur. Absolument. Est-ce que c'est parce que vous êtes beaucoup optimiste et vous êtes convaincu que ce pays-là va finir par avancer un jour ou un autre? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à revenir en Guinée? Parce que vous auriez pu rester en France, exercer votre profession d'avocat en France, passer vos week-ends sur les Champs-Élysées, ou retourner de temps en temps à la bibliothèque Cujas pour lire quelques livres. Bibliothèque où on s'est d'ailleurs connu. Absolument. Qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes aussi qui sont à l'étranger? Parce qu'on a beaucoup de personnes qu'on connaît qui sont à l'étranger, mais qui hésitent de revenir sur le terrain. Alors, l'optimisme, oui. Moi, je pense que l'optimiste, il faut toujours l'être. Même s'il ne faut pas être naïf dans son optimisme, c'est-à-dire avoir un optimisme béat, comme je le dirais. Il faut toujours l'être, surtout quand il s'agit de son pays. Parfois, le courage consiste à voir l'étincelle, une lueur d'espoir dans un nuage d'obscurité. C'est fondamental, parce que c'est ce qui permet de s'accrocher à quelque chose et de se dire. Il se trouve que il y a beaucoup de défis dans notre pays, et c'est pareil dans tous les pays. Chaque pays a ses défis. Et ce n'est pas en disant que c'est impossible de les relever qu'on y arrivera. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il faut nier aussi les difficultés, parce qu'il y a énormément de choses à porter sur la qualification de l'enseignement, de l'éducation, de la formation des jeunes, sur la redevabilité de nos dirigeants publics, sur notre capacité de projection, sur l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, sur l'exploitation de nos potentialités agricoles, et hydrauliques, énergétiques. Il y a des défis. Maintenant, comment fait-on pour parvenir à relever ces défis-là? Il faut naturellement être optimiste, mais agir. Ça, c'est important. L'autre volet, si vous suivez un peu le parcours, vous vous dites que naturellement vous vous fixez une certaine redevabilité vis-à-vis du pays. Parce que souvent on pense que celui qui est parti de la Guinée après le bac, il devient de facto quelqu'un d'autre. On oublie qu'on a passé la majeure partie de notre vie ici. Parce que le bac déjà, on a plus de 15, 16, parfois même 20 ans, et ainsi de suite. Vous partez pour 10 ans, on veut vous réduire à quelqu'un qui connaît pas le pays qui est ailleurs. Alors que vous connaissez le pays, vous avez grandi ici. Donc, peut-être je ne dirais pas que j'ai le secret pour dire aux uns aux autres de revenir. Ça, c'est après tout une décision personnelle qui appartient à chacun, parce que les paramètres qu'il faut prendre en compte appartiennent à chacun. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'idée de se dire, oui, il faut qu'un jour, je parvienne à aller donner davantage. Parce que c'est ça aussi. Partout où on est, on travaille, on se lève le matin, on fait des efforts. C'est naturel. Mais parfois, ça a plus de sens ici qu'ailleurs. Moi, ça a toujours été un pincement au cœur. Quand j'étais devant les étudiants dans des amphis à Paris 1, à Nice ou ailleurs, de me dire, les Guinéens, mes petits frères, mes petites sœurs, auraient pu avoir besoin de ce que je suis en train de faire là. Mais il est vrai que quand je suis venu ici et que j'ai commencé à dispenser, je me suis rendu compte que la capacité d'absorption n'est pas tout à fait la même. Donc là aussi, il y a des défis, il y a des décalages. Donc revenir, c'est toujours... Moi, je pense que de toute façon, celui qui n'est pas en Guinée qui est parti se pose toujours cette question-là. On a toujours envie de revenir. Même si vous ne vous posez pas, la question se pose à vous. Vous comprenez? Donc, du coup, maintenant, la décision appartient à chacun. Oui, essayez. Ce n'est pas, il y a aucune garantie de dire ça va.
parce que parfois, c'est après plusieurs tests qu'on parvient à s'implanter. Donc, toujours essayer. Et puis, voilà, apporter de son mieux, si on peut le faire. C'est toujours important. Maintenant, comme je l'ai dit encore une fois, ça appartient à chacun de voir comment il compte apporter son grain de sel. Mais le pays en a besoin et je pense qu'il faut que les Guinéens se parlent. On ne se parle pas beaucoup. On ne se parle pas beaucoup. Et d'ailleurs, ça, au niveau de l'éducation, par exemple, à l'école, ça pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, on a l'éducation civique qu'on doit avoir, et pour la plupart des cas, les gens viennent avec l'éducation à la maison, qui est une éducation de qui contre qui. Parce que souvent, on entend dans les familles, ne soyez pas comme telle ethnie ou tel groupe, tel machin. Alors que l'école est censée nous dire, nous sommes un. Il faut qu'on parvienne aussi à régler ce problème-là. Ça, pour moi aussi, c'est fondamental. D'accord. J'ai 2 dernières questions. Comment Dr Galissa se définirait comme avocat? Est-ce que Dr Galissa est un avocat pénaliste? Est-ce que Dr Galissa est un avocat multidisciplinaire? Ou est-ce qu'on peut vous trouver? C'est-à-dire que si quelqu'un regarde cette vidéo et se dit, peut-être, je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui vous ont vu dans le cadre du procès de Ali Ouba et puis dans cette affaire de l'abbé. S'il y a une personne qui a envie de vous trouver, où est-ce que cette personne peut vous trouver ici? Alors, on a nos bureaux à la Minière, à Komandaya. Maintenant, les domaines, moi, je suis à la base un avocat d'affaires. Ok, avocat d'affaires. Et donc, qui a 2 volets. Le premier volet, c'est l'accompagnement des institutions, notamment sur les questions relatives à la régulation économique. C'est-à-dire que comment l'État régule l'économie. Si vous prenez aujourd'hui la cherté du coût de connexion, de téléphone, il y a une institution qui s'en occupe qui s'appelle l'ARPT. C'est un de mes domaines de prédilection, la régulation de la télécommunication. Si vous prenez la régulation des médias, ce que fait là où il y a le doyen Yassine Diallo, l'autorité de la communication, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou alors la régulation des jeux, tout ce qui touche la régulation économique. C'est mon volet. Et comme ce sont des volets institutionnels, je peux accompagner l'État à mieux cerner, à mieux réguler ce secteur-là. Maintenant, il y a les entreprises aussi qu'on accompagne beaucoup, que ce soit en fait en termes d'anticipation d'un certain nombre de risques juridiques, c'est fondamental, mais également l'élaboration d'un certain nombre de textes, de contrats, de partenariats, d'exportation ou parfois même de contrats de travail pour le personnel, ainsi de suite. Mais également, l'autre volet, ça peut être aussi accompagné des particuliers, beaucoup sur le domaine foncier. On travaille beaucoup sur ces sujets-là parce que c'est un domaine aussi où il y a un défi énorme. Et comme j'ai toujours un penchant politique, c'est important de le souligner. La question des terres en Guinée, c'est un sujet très sensible. Il faut vraiment que l'État et le législateur regarde avec beaucoup d'attention ces aspects-là, parce que aujourd'hui on a dans des zones minières, il y a des risques parfois d'affrontement entre les communautés, entre des personnes qui avaient des terres et des gens qui n'en avaient pas, mais qui voient le potentiel d'exploitation minière qui arrive et qui commencent à s'accaparer des terres des gens. Donc il y a ce volet-là. Mais aussi il y a le volet cadastral et les titres fonciers et tout ça. Donc il y a cet aspect-là. Maintenant, comme tout avocat, le volet pénal, il peut bien arriver qu'on se saisisse d'un certain nombre de dossiers. Mais principalement, et c'est les 3 éléments que j'ai évoqués en premier. Maintenant, comme lorsqu'on est avocat et qu'on maîtrise la procédure, on peut se saisir de tout sujet. Mais principalement, c'est sur quoi nous travaillons. Donc, exceptionnellement, comme vous l'avez constaté, ça peut arriver qu'on défende des valeurs fondamentales parce qu'on estime que la liberté d'expression, c'est important, la liberté d'expression politique est fondamentale, ou on peut prendre un dossier sur le viol parce que mais c'est toujours à titre exceptionnel. D'accord.
D'accord. Voilà. Ok. Dernière question. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes aujourd'hui et est-ce que vous aussi vous êtes confronté à ce problème de capital humain en Guinée? Oui, moi je pense que c'est la question en fait. C'est la question à laquelle mon optimisme est bousculé, je vais vous dire, pour tout vous dire. Moi, le conseil des jeunes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la curiosité, aller se former, chercher. Il n'y a rien qui est inaccessible aujourd'hui, rien. Je suis d'accord. Dans tous les domaines. Il suffit de poser la question, je ne sais pas moi, à quelle plateforme, à l'IA vous avez un début de réflexion. Même s'il faut aller vérifier parfois certaines informations. Hein. Maintenant, le capital humain est fondamental. Peut-être on pourrait commencer par 3 éléments. Le premier, c'est que déjà au niveau des entreprises ou au niveau des employeurs, qu'il y ait une véritable initiative de formation. Je sais que c'est pas évident. Parce que parfois, vous avez les gens, vous essayez de les former, vous constatez que ça vous prend tellement de temps à les former que ça peut même être contre-productif. C'est difficile. Mais détecter les personnes qui soient curieux et qui ont envie d'apprendre, les former, ça c'est fondamental. Ça c'est le premier élément. Parce que ça, on a besoin que les entreprises vivent, que le travail continue. Deuxième volet, c'est au niveau des écoles et des universités, faire en sorte que les gens, les jeunes soient capables de faire un certain nombre de pratiques. La pratique, il faut que ce soit à travers des stages ou des immersions. Ou je ne sais pas, moi je pourrais par exemple recevoir des étudiants de tel ou de tel dans mon cabinet pour leur expliquer comment ceci ou cela, essayer de faire au niveau des universités pour créer ce courant-là. Troisième élément, naturellement, c'est au niveau de la politique nationale. Là aussi, il faut qu'on parvienne à former des gens qui soient capables de faire quelque chose. C'est fondamental. Moi, à titre personnel, je suis confronté à cette question de qualité du personnel. Je sais que c'est beaucoup d'autres aussi le sont, parce que ici, on prend les gens et on les forme. Parfois, les entreprises ou les structures n'ont pas le temps. Bien sûr. Ils ont envie des gens qui sont opérationnels. On peut adapter quelqu'un à un poste, mais on ne peut pas lui donner même les b.a.-ba en fait. Exactement. Parce que parfois, si vous trouvez que même des problèmes de conjugaison se posent ou des problèmes de syntaxe ou de, je ne sais pas, c'est difficile de recommencer à ça. Mais si c'est pour lui dire dans tel cas fait comme ça, on peut le travailler. Donc, qu'au niveau national, qu'on réfléchisse déjà à comment faire en sorte que nos enfants, nos jeunes soient opérationnels sur un certain nombre de trucs, qu'ils commence déjà à savoir faire quelque chose. Et peut-être, il faut encourager les jeunes à essayer de faire des petits boulots parallèlement aux études. Parce que moi, j'ai été très satisfait une fois de rencontrer une de mes étudiantes dans un restaurant qui servait du café. Elle voulait absolument que le café me soit gratuit. J'ai dit non, justement, c'est l'inverse. Il faut que je paye ce café et il faut que je laisse un pourboire pour vous. Parce que ça, il faut le faire. Apprendre à s'habituer au monde du travail, au stress du monde professionnel. Donc, ça, pour moi, ça participera de la qualification. Maintenant, la formation continue, faire en sorte que les gens travaillent, mais que ceux qui sont formés aussi se donnent à fond. Parce que c'est difficile parfois de chercher à former quelqu'un que vous trouvez que tout ce que vous faites, en fait, ça n'apporte pas grand-chose. Il n'y a pas l'envie. Il n'y a pas cette volonté, en fait, d'apprendre et d'aller plus loin. D'aller plus loin. Il faut avoir envie. Ça, c'est fondamental. Maintenant, pour le reste, voilà, peut-être nous, ensemble, on essaiera de réfléchir à des rencontres peut-être qui permettraient de stimuler tel ou tel, essayer de booster un certain nombre de choses pour que la qualification soit là. Parce qu'aujourd'hui, il est bien beau de dire oui, mais tous nos postes sont ravis par telle ou telle personne ou tel pays. Mais à un moment donné, si nous, on ne propose pas ce qu'il faut, les entreprises sont rationnelles. Ils vont aller chercher là où il y a la qualification. Donc, il faut que nous, on fournisse cette qualification-là. Bien sûr. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Et en attendant toute action de la part des autorités publiques, il faut que les jeunes aussi prennent conscience du fait qu'ils peuvent agir, ils peuvent se former, peuvent chercher à comprendre quelle est la tendance, quelles sont les qualifications qui sont requises en fait pour exercer tel ou tel métier, et savoir que l'initiative leur est tout à fait personnelle. Absolument. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ici aujourd'hui. C'est un échange vraiment intéressant et très inspirant.
Donc, je pense que vous allez inspirer beaucoup de jeunes et peut-être que vous allez recevoir beaucoup de candidatures au niveau de votre cabinet. Ah, merci. Des stagiaires ou des personnes qui veulent visiter ou aussi peut-être des personnes qui sont à la recherche d'emploi. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir pour moi de vous avoir ici aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup. Et j'invite toutes les personnes à regarder intégralement cet épisode et d'apprendre beaucoup plus sur Dr Galissa, qui est un excellent avocat. Juste un dernier mot, si vous permettez. Donc, je voulais absolument vous remercier par rapport à l'invitation et cette occasion d'échanger autour de ces sujets qui sont tous tout aussi fondamentaux les uns que les autres. Mais vous également, vous féliciter par rapport à l'initiative et surtout par rapport à ce que vous faites dans votre domaine de la qualification des ressources humaines. Merci. Je pense que c'est un nœud gordien, en fait, c'est un virage fondamental qu'il faut gagner. Si on gagne ce virage-là, ça peut faciliter beaucoup de choses derrière et même la compétitivité de notre pays sur le plan régional, continental, ça peut, résorber beaucoup de problèmes. Donc c'est fondamental qu'on se donne tous, chacun en ce qui le concerne, dans son domaine, et c'est la convergence de tout cela qui fera qu'on parviendra à avoir une dynamique nationale qu'on soit capable d'exporter. Donc, tenez bon, et si jamais on peut vous envoyer des gens à former, on peut essayer. Il n'y a pas de problème. Merci en tout cas, on a plusieurs formations qu'on fait au sein de GHR, donc il n'y a aucun problème. Très bien. Vous pouvez nous les envoyer. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Merci, Ibrahim. C'est gentil. Okay.